Installez-vous confortablement dans votre lit, dans cette position qui vous semble la plus naturelle, celle où votre corps reconnaît enfin le droit au repos après cette longue journée qui s'achève doucement dans la pénombre de votre chambre. Laissez votre tête s'enfoncer dans l'oreiller avec cette sensation de douceur qui vous accueille, comme si le tissu lui-même vous murmurait que tout va bien maintenant, que plus rien n'exige votre attention, que le monde peut continuer sans vous pour quelques heures. Sentez vos épaules qui se détachent progressivement de toute cette tension accumulée, ces muscles qui portent tant de poids invisibles tout au long de la journée et qui, enfin, peuvent se relâcher complètement, s'abandonner à la gravité, devenir aussi lourds qu'ils le souhaitent. Votre respiration ralentit naturellement, sans que vous ayez à y penser. Elle trouve son propre rythme, celui qui convient parfaitement à ce moment de transition entre l'éveil et le sommeil, entre le jour qui s'éteint et la nuit qui vous appelle avec sa promesse de repos et de régénération. Chaque inspiration amène une vague de calme qui se répand dans votre poitrine, dans vos bras, dans tout votre être, comme une marée douce qui monte lentement. Et chaque expiration emporte avec elle un peu plus de cette agitation qui n'a plus sa place ici, qui appartient au jour révolu et non à cette nuit qui s'ouvre devant vous comme un océan de tranquillité. Vos paupières deviennent lourdes, si lourdes qu'elles se ferment presque d'elles-mêmes, et derrière elles, vos yeux peuvent enfin se reposer de toutes ces images, de toutes ces lumières artificielles, de tous ces écrans qui ont sollicité votre attention pendant des heures. Dans cet espace de tranquillité que vous créez autour de vous, et en vous, nous allons entreprendre ensemble un voyage à travers le temps, un voyage qui ne demande aucun effort de votre part, aucune concentration particulière, juste votre présence paisible pendant que les mots vous portent doucement vers des contrées lointaines et des époques oubliées. Ce soir, nous allons suivre l'histoire de la lumière dans l'obscurité, cette quête millénaire qui a accompagné l'humanité depuis ses premiers pas hésitants dans la savane africaine jusqu'à nos maisons modernes remplies d'électricité, cette danse éternelle entre l'ombre qui inquiète et la clarté qui rassure, entre la nuit qui fait peur et la flamme qui protège. Imaginez que vous flottiez maintenant au-dessus du temps lui-même, capable de voir défiler les siècles comme on regarde passer les nuages dans le ciel d'été, et que vous puissiez observer cette longue histoire de la lumière qui commence bien avant que le premier homme ne frotte de silex pour faire jaillir une étincelle qui allait changer le cours de l'histoire. Laissez votre esprit devenir aussi léger qu'une plume portée par le vent tiède, aussi réceptif qu'une surface d'eau calme qui reflète le ciel sans déformer son image. Et suivez-moi dans ce récit qui n'a d'autre ambition que de vous bercer, de vous accompagner vers le sommeil avec la douceur d'une mélodie oubliée qui ressurgirait des profondeurs de la mémoire collective. Les premières lueurs tremblent maintenant dans votre imagination. Vous les voyez danser comme elles dansaient il y a des dizaines de milliers d'années dans les grottes profondes où les hommes cherchaient refuge contre la nuit hostile et les prédateurs qui rôdaient dans l'obscurité, ces flammes précieuses qui transformaient la caverne froide en foyer de vie, en sanctuaire contre les ténèbres. Observez ces images qui se forment derrière vos paupières closes. Votre corps continue de s'alourdir imperceptiblement, de s'enfoncer un peu plus dans le matelas moelleux, de s'abandonner complètement à ce moment de repos, si mérité après tous les efforts de la journée. Sentez comme vos jambes deviennent lourdes, comme si elles s'enfonçaient doucement dans le lit, comme si la gravité elle-même les attirait vers la terre avec une force bienveillante. Vos bras reposent le long de votre corps ou sur votre poitrine, totalement détendus, libérés de toute tension, de toute nécessité de mouvement. Même votre mâchoire se relâche, vos dents ne se touchent plus, et cette détente du visage se propage jusqu'à votre front, qui devient lisse jusqu'à vos tempes, où disparaît toute trace de ces petites contractions musculaires inconscientes qui marquent nos journées de stress et de concentration. Dans les temps les plus anciens, bien avant que l'écriture ne capture les pensées des hommes sur des tablettes d'argile ou des rouleaux de papyrus, bien avant que les villes ne s'élèvent vers le ciel avec leurs tours et leurs temples, bien avant que les routes pavées ne sillonnent les continents et que les navires ne bravent les océans à la recherche de nouvelles terres, il n'existait que deux sources de lumière naturelle dans ce monde couvert de forêts profondes et de plaines infinies qui s'étendaient jusqu'aux horizons lointains où le ciel semblait toucher la terre. La première était ce soleil majestueux qui traversait la voûte céleste, chaque jour dans sa course immuable d'est en ouest,
apportant sa chaleur bienfaisante et sa clarté généreuse qui rendait possible toute forme de vie, nourrissant les plantes qui à leur tour nourrissaient les animaux qui nourrissaient les hommes dans ce cycle éternel de transformation de l'énergie solaire. La seconde source de lumière était cette lune mystérieuse et changeante qui apparaissait dans le ciel nocturne selon des cycles que les premiers hommes apprirent lentement à observer et à anticiper. Parfois pleine et brillante comme un disque d'argent poli suspendu dans le velours noir de la nuit, projetant ses rayons bleutés sur la terre endormie avec une douceur qui adoucissait les ombres sans jamais vraiment les dissiper, révélant juste assez pour que l'œil humain puisse distinguer les formes dans la pénombre sans distinguer les détails. Parfois cette lune se réduisait à un mince croissant fragile qui semblait sur le point de disparaître complètement, mais revenait toujours selon un rythme régulier que les anciens apprirent à lire, toujours changeante dans ses phases qui marquaient le passage du temps, toujours énigmatique dans sa beauté froide et distante qui inspirait autant la crainte que l'émerveillement, accompagnée de ces myriades d'étoiles innombrables qui parsemaient l'obscurité de leurs points lumineux scintillants. Mais entre le coucher du soleil et le lever de la lune, ou pendant ces nuits sans lune où seules les étoiles brillaient faiblement dans le noir absolu, ou lors de ces nuits de nouvelle lune où aucune clarté céleste ne perçait les ténèbres, les hommes connaissaient une obscurité si profonde, si totale, si envahissante qu'elle dépassait tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui, habitués que nous sommes à cette pollution lumineuse qui ne laisse jamais le ciel vraiment noir même dans nos campagnes les plus reculées. C'était une obscurité vivante, dense, presque palpable, peuplée de bruits mystérieux qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois, de mouvements furtifs qu'on devinait plus qu'on ne les voyait, de dangers invisibles qui rôdaient au-delà du cercle protecteur du campement où les hommes se regroupaient pour se rassurer mutuellement. Dans cette obscurité primordiale qui devait sembler aux premiers humains comme une mer noire menaçant de les engloutir à chaque coucher de soleil, le feu était bien plus qu'une simple source de chaleur ou un moyen pratique de cuire les aliments pour les rendre plus digestibles. Il était la frontière entre la civilisation naissante et la sauvagerie du monde naturel, entre la sécurité relative du groupe humain et le péril constant qui rôdait dans les ténèbres, entre l'humanité qui commençait à se distinguer des autres animaux et le monde nocturne des prédateurs qui chassaient sous le couvert de l'obscurité. Le feu créait un cercle de lumière et de chaleur qui repoussait non seulement les bêtes sauvages, mais aussi cette angoisse primitive que provoque l'obscurité totale chez l'animal diurne qu'est l'être humain, les premiers hommes qui réussirent à maîtriser le feu, à le créer volontairement plutôt que de simplement conserver les braises d'un incendie de forêt provoqué par la foudre, ne créèrent pas seulement un outil qui allait transformer radicalement leur mode de vie, ils inventèrent un nouveau type de temps, un temps qui n'était plus dicté uniquement par le cycle inflexible du soleil levant et couchant, un temps humain qui pouvait être prolongé au-delà des limites naturelles imposées par l'obscurité. Autour du foyer qui crépitait joyeusement dans la nuit, projetant sa lumière dansante sur les visages rassemblés en cercle, ils pouvaient prolonger leurs activités bien au-delà du crépuscule qui signalait autrefois la fin obligatoire de toute activité productive. Ils pouvaient se rassembler pour partager des histoires qui transmettaient les savoirs accumulés par les générations précédentes, pour enseigner aux jeunes les techniques de chasse et de cueillette qui assuraient la survie du groupe, pour planifier les expéditions du lendemain ou discuter des stratégies à adopter face aux défis que posait leur environnement. La flamme dansante du feu de camp, avec ses langues orangées qui léchaient le bois et envoyaient des étincelles vers le ciel étoilé, était leur première lampe, leur première chandelle, leur première bougie, même si elle n'avait ni la forme, ni la délicatesse raffinée de celles qui viendraient des millénaires plus tard dans les civilisations sophistiquées de l'âge du bronze et de l'âge du fer, mais le feu de bois, aussi précieux et révolutionnaire soit-il pour le développement de la civilisation humaine, restait fondamentalement capricieux et exigeant dans ses besoins constants. Il réclamait une attention vigilante et presque constante. Il fallait l'alimenter régulièrement en ajoutant du bois sec soigneusement conservé à l'abri de la pluie, le protéger des intempéries qui pouvaient l'éteindre sans espoir de le rallumer facilement, veiller à ce qu'il ne s'éteigne jamais complètement, car rallumer un feu à partir de rien demandait un effort considérable et épuisant, parfois des heures entières de friction patiente et méthodique entre deux morceaux de bois soigneusement choisis pour leurs propriétés inflammables,
ou de percussions répétées et régulières entre des pierres de silex jusqu'à ce qu'une étincelle minuscule mais précieuse consente enfin à jaillir et à embraser l'amadou précieusement conservé et préparé à cet effet. Dans certaines cultures anciennes dispersées à travers le monde, de l'Asie à l'Amérique en passant par l'Europe et l'Afrique, maintenir le feu sacré qui brûlait au centre du village ou du temple était une responsabilité si vitale et si lourde de conséquences en cas de défaillance qu'elle était confiée à des gardiens spécialement dédiés à cette tâche exclusive, dont la seule fonction dans la communauté était de veiller jour et nuit à ce que cette flamme précieuse ne s'éteigne jamais, transmettant cette charge sacrée de génération en génération comme un devoir religieux autant que pratique. Ces gardiens du feu occupaient souvent une position sociale respectée, car toute la communauté dépendait de leur vigilance pour sa survie et son bien-être, avec le temps qui s'écoule inexorablement, mesuré par le passage des saisons et des générations, avec l'accumulation progressive des observations et des expériences transmises oralement de parents à enfants. Les hommes découvrirent par tâtonnement et par cette forme d'expérimentation empirique qui précède la méthode scientifique que certaines matières brûlaient de façon plus contrôlée, plus durable, plus portable que le bois brut qu'il fallait constamment renouveler. Ils remarquèrent, avec un mélange de curiosité et d'ingéniosité pratique, que les graisses animales, récupérées lors du dépéçage des bêtes chassées, lorsqu'elles étaient chauffées jusqu'à leur point de fusion, produisaient une flamme étonnamment constante et lumineuse, bien différente du crépitement irrégulier du bois, qui alternait entre de grandes flammes et des braises rougeoyantes. Cette observation, apparemment simple, mais qui allait avoir des conséquences profondes, donna naissance aux premières lampes à huile. Ces récipients, ingénieux fabriqués dans de la pierre creusée ou de l'argile modelée et cuite au feu, dans lesquels on versait de la graisse animale fondue qui formait une mare liquide, et où l'on trempait une mèche faite de fibres végétales, soigneusement tressées ensemble pour augmenter leur durabilité et leur capacité à conduire le combustible liquide vers la flamme par capillarité. Ces lampes primitives mais remarquablement efficaces marquèrent une révolution silencieuse mais fondamentale dans l'histoire de l'humanité et de sa relation avec la lumière, car pour la première fois depuis que nos ancêtres avaient commencé à utiliser le feu, la lumière devenait véritablement transportable d'un endroit à un autre, contrôlable dans son intensité et sa durée, presque domestique dans sa docilité et sa prévisibilité. Imaginez maintenant ces grottes préhistoriques enfouies dans les profondeurs de la terre, loin de toute lumière naturelle, éclairées par ces petites flammes tremblantes qui vacillaient dans les courants d'air subtils, qui circulaient dans les galeries souterraines, créant une atmosphère à la fois inquiétante et fascinante. C'est dans cette pénombre mouvante que les artistes de la préhistoire, ces premiers créateurs dont nous ne connaissons pas les noms, mais dont nous admirons encore les œuvres des dizaines de milliers d'années après leur mort, peignaient leurs fresques magnifiques sur les parois rocheuses rugueuses. Ces bisons majestueux et ces chevaux sauvages qui semblent galoper encore aujourd'hui dans l'obscurité des grottes de Lascaux en France ou de Chauvet dans les gorges de l'Ardèche. Ils travaillaient patiemment à la lueur vacillante de leurs lampes à graisse animale, qu'ils déplaçaient constamment pour changer l'angle de la lumière et observer l'effet de leurs coups de pinceau sur la pierre irrégulière. Cette lumière mobile et changeante leur permettait de créer ces effets remarquables d'ombre et de perspective, œuvre, utilisant les reliefs naturels de la roche pour suggérer le volume des corps animaux, plaçant leurs peintures de façon à ce qu'elles semblent bouger et s'animer quand on les observait, à la lumière d'une torche ou d'une lampe en mouvement. La flamme n'était pas seulement un outil pratique pour voir dans l'obscurité des grottes, elle devenait une complice active et créative dans l'acte de création artistique, projetant des ombres mouvantes et changeantes qui faisaient presque bouger les animaux peints sur la pierre, comme s'ils étaient vivants. Les civilisations anciennes de Mésopotamie, cette terre fertile entre les deux fleuves du Tigre et de l'Euphrate, où naquit l'agriculture, et où les Sumériens inventèrent l'écriture kinéiforme et bâtirent les premières véritables villes, avec leur administration complexe et leurs temples monumentaux, perfectionnèrent considérablement l'art de la lampe à huile, avec une ingéniosité technique remarquable, qui témoigne de leur niveau avancé de civilisation. Ils façonnèrent des lampes sophistiquées en argile cuite au four, avec des becs élaborés et soigneusement conçus pour maintenir la mèche exactement en place et optimiser la combustion, avec des poignées pratiques
qui permettait de les transporter facilement d'une pièce à l'autre, sans risquer de renverser l'huile précieuse, avec des formes qui devinrent de plus en plus décoratives et élaborées au fil du temps, reflétant le statut social de leurs propriétaires et le raffinement esthétique croissant de ces sociétés urbaines. Dans les palais grandioses de Babylone, cette capitale légendaire qui fit rêver l'Antiquité tout entière et dont les jardins suspendus comptaient parmi les 7 merveilles du monde ancien, des centaines et parfois des milliers de ces lampes soigneusement entretenues éclairaient les salles immenses et richement décorées lors des banquets royaux où le roi recevait ses vassaux et les ambassadeurs des royaumes voisins, créant une atmosphère féerique de lumière dorée et dansante qui se reflétait et se multipliait sur les murs entièrement couverts de carreaux émaillés aux couleurs vives, représentant des scènes de chasse, des processions religieuses, des animaux mythologiques et des motifs géométriques complexes d'une beauté à couper le souffle. En Égypte ancienne, le long des rives fertiles du Nil, où la civilisation s'épanouissait, année après année, sous le regard bienveillant et tout-puissant du dieu soleil, Ra qui traversait le ciel dans sa barque divine, où les crues annuelles du fleuve déposaient le limon noir fertile, qui permettait de nourrir une population nombreuse, les lampes à huile prirent une importance à la fois pratique et profondément sacrée, qui reflétait la place centrale de la lumière dans la religion égyptienne. Dans les temples majestueux de Karnak ou de Luxor, avec leurs colonnes massives sculptées de hiéroglyphes, et leurs cours immenses ouvertes au ciel, des lampes éternelles brûlaient jour et nuit, sans interruption en l'honneur des divinités, qui résidaient dans le Saint des Saints, au cœur du sanctuaire, alimentées avec un soin méticuleux par les prêtres qui considéraient cette tâche comme une partie essentielle de leur devoir religieux, veillant à ce que cette lumière sacrée qui représentait la présence divine ne s'éteigne jamais sous aucun prétexte. L'huile utilisée dans ces lampes prestigieuses était souvent de l'huile de sésame parfumée ou de l'huile d'olive pure importée à grands frais des terres méditerranéennes, des substances précieuses et coûteuses qui devaient être acquises par le commerce à longue distance ou produites localement, avec un soin infini, et dont la qualité exceptionnelle déterminait directement la clarté brillante et la durée prolongée de la flamme qui ne devait jamais faiblir. Les lampes elles-mêmes étaient souvent fabriquées dans des matériaux précieux comme l'albâtre translucide qui laissait passer une lumière douce et diffuse, ou le bronze finement ciselé incrusté d'or et d'argent pour les plus somptueuses d'entre elles qui ornaient les temples les plus importants ou les tombeaux des pharaons. Pendant ce temps, dans les régions nordiques de l'Europe où les hivers étaient longs, sombres et impitoyables, où le soleil disparaissait pendant des mois entiers derrière l'horizon, comme s'il avait abandonné définitivement la terre aux ténèbres et au froid glacial, où les nuits interminables semblaient ne jamais devoir finir, les peuples germaniques et scandinaves développèrent leurs propres sources ingénieuses de lumière pour survivre psychologiquement et physiquement à ces nuits qui duraient parfois 20 heures sur 24. Ils découvrirent par nécessité et expérimentation que certaines sortes de bougies rudimentaires, mais efficaces, pouvaient être fabriquées en trempant répétitivement des joncs séchés soigneusement sélectionnés pour leur structure poreuse dans de la graisse animale, fondue récupérée après la cuisson de la viande, créant ainsi des sortes de torches primitives qui brûlaient lentement et régulièrement en dégageant une lumière faible mais constante qui durait plusieurs heures. Ces rushlights, comme on les appellerait plus tard, en langue anglaise, lorsque cette tradition ancienne persista dans les campagnes britanniques jusqu'au XIXe siècle, était la solution économique et pratique des pauvres et des paysans, car elle ne coûtait presque rien à produire en matières premières et pouvait être fabriquée facilement par n'importe quelle famille disposant d'un peu de graisse de cuisson et de quelques joncs cueillis gratuitement au bord de la rivière ou dans les marécages pendant l'été. Elle ne donnait certes pas une lumière très brillante ni très flatteuse, et elle dégageait une fumée âcre et une odeur peu agréable de graisse brûlée, mais elle permettait aux familles paysannes de prolonger un peu leurs activités après la tombée de la nuit, de réparer leurs outils, de filer la laine, de raconter des histoires aux enfants rassemblés autour de l'âtre. Mais c'est véritablement dans le monde méditerranéen romain, avec son organisation administrative impressionnante, et son génie pratique pour améliorer les aspects concrets de la vie quotidienne que naquit l'ancêtre direct et reconnaissable de nos bougies modernes,
Cette invention à la fois simple dans son principe et géniale dans son efficacité qui allait traverser les millénaires pratiquement inchangée dans sa conception fondamentale, les Romains, ces maîtres incontestés de l'organisation rationnelle et de la technologie appliquée, ces ingénieurs qui construisirent des aqueducs qui fonctionnent encore 2000 ans plus tard, et des routes si bien faites qu'elles servent toujours de fondation aux voies modernes, développèrent la chandelle en utilisant principalement du suif, cette graisse animale purifiée par chauffage et filtrage qui, une fois solidifiée soigneusement autour d'une mèche tressée en fibres de lin ou de coton, créait un cylindre compact et stable de combustible qui pouvait brûler pendant des heures sans nécessité d'attention particulière, ni de récipient supplémentaire pour contenir le combustible. Ces premières chandelles romaines dégageaient certes une fumée relativement épaisse et âcre qui noircissait les plafonds, et une odeur assez désagréable de graisse animale brûlée, qui imprégnait les tissus et les cheveux, mais elles offraient l'avantage pratique et économique considérable de ne nécessiter aucun récipient spécial en pierre ou en métal pour contenir l'huile, aucun liquide à verser précautionneusement sans en renverser, aucun entretien constant pour ajuster la mèche ou remplir le réservoir. On pouvait simplement planter la chandelle dans un support rudimentaire, l'allumer avec une braise ou une autre flamme, et la laisser brûler tranquillement pendant qu'on vaquait à ses occupations sans s'en préoccuper jusqu'à ce qu'elle soit consumée. Dans les villas somptueuses des riches patrices qui possédaient de vastes domaines agricoles, et des esclaves par centaines dispersés dans la campagne italienne autour de Rome ou dans les provinces prospères de Gaule et d'Hispanie, on utilisait des chandelles de bien meilleure qualité que celles du peuple commun, parfois parfumées avec des essences végétales coûteuses de rose ou de lavande pour masquer efficacement l'odeur naturellement désagréable du suif qui brûle, disposé avec art dans des candélabres élaborés et magnifiquement travaillés en bronze patiné ou en argent brillant, qui témoignaient ostensiblement du statut social élevé et de la richesse considérable de leurs propriétaires lors des grandes fêtes nocturnes qui duraient parfois jusqu'à l'aube et qui rassemblaient toute l'élite sociale de la région. Des centaines de chandelles soigneusement alignées illuminaient simultanément les jardins soigneusement entretenus avec leurs fontaines et leurs statues, ainsi que les salles de banquet spacieuses où les invités s'allongeaient sur des divans pour déguster des mets raffinés, créant une atmosphère véritablement féerique, où la lumière vacillante et vivante faisait danser gracieusement les ombres sur les murs ornés de fresques colorées représentant des scènes mythologiques ou des paysages idylliques, lorsque le puissant paillard romain s'effondra progressivement sous les coups répétés des invasions barbares qui déferlaient sur ses frontières depuis les steppes de l'Est et les forêts du Nord, lorsque les villes autrefois florissantes se vidèrent de leurs habitants qui fuyaient vers la campagne à la recherche d'une sécurité illusoire, lorsque les routes jadis sûres et bien entretenues devinrent dangereuses et tombèrent en ruine faute d'entretien, lorsque le commerce à longue distance s'effondra et que chaque région dut redevenir autosuffisante, lorsque le savoir antique accumulé pendant des siècles faillit disparaître à jamais dans les flammes des bibliothèques incendiées, lors des pillages et dans l'oubli d'une population qui ne savait plus lire, ce furent les monastères chrétiens dispersés à travers l'Europe, qui préservèrent non seulement les textes anciens copiés patiemment par les moines, mais aussi les techniques artisanales anciennes, y compris cet art humble, mais absolument essentiel pour la civilisation de fabriquer de la lumière dans l'obscurité qui menaçait d'engloutir le monde, dans ces sanctuaires de pierres massives perdues, dans les forêts profondes ou perchés courageusement sur les montagnes escarpées, loin des tumultes incessants du monde séculier, en proie au chaos et à la violence. Les moines bénédictins et cisterciens vivaient selon la règle stricte et structurante de saint Benoît, qui rythmaient leur journée en cet office de prière régulier et immuable, du lever matinal, bien avant l'aube, quand le monde dormait encore, jusqu'au coucher tardif bien après le crépuscule, quand les ténèbres avaient envahi la terre. Cette vie rythmée par la prière et le travail manuel, par l'alternance régulière entre les moments de contemplation silencieuse et les périodes d'activité productive, nécessitait de longues heures passées dans les chapelles sombres ou les scriptoriums, faiblement éclairés, ce qui faisait de l'éclairage une préoccupation constante et centrale dans l'organisation quotidienne de la vie monastique.
Ces hommes pieux qui avaient volontairement renoncé au plaisir et au confort du monde matériel pour se consacrer entièrement à la prière contemplative et au travail manuel sanctifiant découvrirent progressivement que les abeilles, ces créatures industrieuses et organisées que Dieu semblait avoir spécialement créées pour servir l'humanité et qui vivaient en société hiérarchisée qui rappelait la structure du monastère lui-même, produisaient une substance remarquable et bien supérieure au suif ordinaire pour fabriquer des chandelles dignes d'éclairer la maison de Dieu, la cire d'abeille naturelle, récoltée avec précaution, dans les ruches que les moines entretenaient avec soin dans leurs jardins murés, ou dans les clairières des forêts environnantes où ils installaient des ruches en paille tressée, pouvait être fondue doucement à basse température et moulée ensuite pour créer des bougies qui brûlaient avec une flamme sensiblement plus claire, plus stable et plus brillante que celle du suif, et qui dégageait un parfum naturel doux et agréable de miel et de cire au lieu de l'odeur désagréable et persistante caractéristique de la graisse animale qui brûle. De plus, cette cire pure et naturelle, produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs qu'elles butinaient inlassablement pendant les beaux jours d'été, semblait beaucoup plus digne et appropriée d'être offerte à Dieu dans son sanctuaire que le suif grossier extrait des cadavres des animaux abattus. Les cierges fabriqués avec de la cire d'abeille pure devinrent rapidement et universellement l'unique source de lumière jugée acceptable et convenable pour éclairer les autels sacrés et les cérémonies religieuses solennelles dans toutes les églises et cathédrales de la chrétienté, et l'Église établit même des règles strictes interdisant formellement l'usage de chandelles de suif dans les lieux consacrés, réservant ce combustible vil aux usages domestiques profanes tandis que la cire d'abeille sanctifia les espaces sacrés de sa lumière pure. Dans le scriptorium du monastère, cette salle silencieuse et solennelle située généralement au premier étage pour bénéficier d'une meilleure lumière naturelle, où les moines copistes passaient leurs longues journées penchés, avec une concentration intense, sur les parchemins précieux à transcrire patiemment lettre par lettre les textes sacrés de la Bible et les œuvres des philosophes antiques qui devaient être préservés pour les générations futures. La qualité de l'éclairage était d'une importance absolument capitale pour la réussite de ce travail minutieux qui demandait une vue perçante et une main absolument sûre. Les grandes fenêtres étroites mais hautes, conçues pour laisser entrer le maximum de lumière naturelle, tout en minimisant les pertes de chaleur, inondait la salle de clarté pendant les heures précieuses du jour, mais en hiver quand le soleil se couchait tôt et que les journées étaient courtes et souvent grises, il fallait nécessairement avoir recours aux chandelles de cire d'abeille pour continuer le travail sacré de copie qui ne devait jamais s'interrompre complètement sous peine de perdre le fil du texte et de devoir recommencer. Chaque moine copiste assis à son pupitre incliné disposait à sa place habituelle d'un chandelier personnel qu'il pouvait positionner avec précision, rendu difficile la lecture de son modèle ou obscurci son propre travail, et la flamme douce et stable de la cire d'abeille de qualité supérieure permettait de distinguer sans effort les nuances subtiles de l'encre noire ou brune sur la surface légèrement rugueuse du parchemin, préparé à partir de peau de mouton ou de chèvre soigneusement traitée, sans fatiguer excessivement les yeux qui devaient rester concentrés pendant des heures sur ces petites lettres tracées méticuleusement, à la plume d'oie taillée avec soin. L'art exigeant et minutieux de la fabrication des bougies de qualité devint progressivement l'une des spécialités reconnues et recherchées de certains monastères qui développèrent au fil des décennies et des siècles des techniques de plus en plus sophistiquées et raffinées pour purifier la cire brute récoltée dans les ruches en éliminant toutes les impuretés qui pourraient faire fumer la chandelle ou créer des irrégularités dans sa combustion, pour la blanchir naturellement en l'exposant pendant des semaines aux rayons du soleil d'été qui oxydait lentement les pigments jaunes et lui donnait cette teinte blanc ivoire prisée pour les cierges liturgiques les plus prestigieux, pour la mouler avec précision dans des formes parfaitement cylindriques et lisses qui garantissaient une combustion régulière et prévisible, pour tresser des mèches de lin ou de coton qui brûleraient de façon absolument régulière sans s'éteindre prématurément, ni créer de fumée excessive qui aurait gêné la respiration dans les espaces confinés. Ces moines artisans hautement qualifiés transmettaient leur savoir-faire précieux et leurs secrets de fabrication de génération en génération, selon le mode traditionnel de l'apprentissage oral,
et de la démonstration pratique, perfectionnant constamment leur méthode au fil des siècles d'expérimentation et d'ajustements minutieux, créant des bougies qui étaient unanimement considérées comme les meilleures de toute l'Europe médiévale et qui étaient activement recherchées et commandées non seulement par les autres monastères et les églises paroissiales, mais aussi par les nobles fortunés et les riches bourgeois des villes en plein développement, qui pouvaient se permettre le luxe considérable de s'éclairer avec de la cire d'abeille plutôt qu'avec du suif malodorant, dans les cathédrales gothiques majestueuses qui s'élevaient vers le ciel dans toute l'Europe médiévale, véritables forêts de pierres sculptées où l'architecture cherchait avec audace à capturer un peu de la lumière divine et à la faire descendre sur terre pour illuminer les fidèles. Les cierges de cire d'abeille jouaient un rôle à la fois éminemment pratique et profondément symbolique qui était absolument central. Des centaines de bougies de toute taille brûlaient en permanence, sans interruption devant les autels richement décorés, devant les statues polychromes des saints qui intercédaient auprès de Dieu pour les fidèles, dans les chapelles latérales innombrables où les dévots venaient déposer leurs prières ferventes et leurs espoirs les plus secrets dans l'intimité relative que leur offrait l'obscurité de ces alcôves retirées. Cette multitude scintillante de petites flammes individuelles qui tremblaient légèrement dans les courants d'air qui circulaient constamment dans ces vastes espaces mal chauffés créait une atmosphère unique de recueillement mystique et de mystère sacré où les ombres dansantes projetées sur les piliers massifs et les voûtes vertigineuses qui s'élançaient à des hauteurs inimaginables semblaient donner vie et mouvement à la pierre elle-même qui cessait d'être inerte pour devenir presque organique. La lumière des cierges se reflétait et se multipliait sur les dorures des retables magnifiques, faisait scintiller les reliquaires précieux qui contenaient les ossements des saints, traversait les vitraux colorés pour projeter sur le sol de pierre des taches de couleur rouge sang, bleu céleste ou vert émeraude qui changeaient de forme et d'intensité selon l'heure du jour et la position du soleil. Lors des grandes cérémonies religieuses solennelles qui marquaient les moments importants du calendrier liturgique, comme la messe de minuit de Noël, qui célébrait la naissance miraculeuse du Christ, ou les processions impressionnantes de la Semaine Sainte et de Pâques qui commémoraient la Passion et la résurrection du Sauveur. Le nombre de chandelles allumées simultanément se multipliait de façon spectaculaire jusqu'à créer une véritable mer ondoyante de lumière qui transformait radicalement l'espace sacré en un avant-goût saisissant du paradis céleste, tel que le décrivaient les textes saints. Les fidèles qui assistaient à ces cérémonies nocturnes exceptionnelles vivaient une expérience sensorielle totale et bouleversante, où les chants grégoriens harmonieux résonnaient puissamment sous les voûtes de pierre en créant une polyphonie céleste, où l'encens épais mêlé à la fumée légère des centaines de bougies créait une brume parfumée et mystique qui flottait dans l'air et donnait à toute la scène une qualité presque onirique, où la lumière vacillante et vivante des flammes innombrables faisait scintiller et danser les dorures des retables baroques et intensifiait miraculeusement les couleurs déjà vives des vitraux médiévaux. Pendant ce temps, dans le monde profane et quotidien des villes médiévales avec leurs ruelles tortueuses et sales, où se pressait une population de plus en plus nombreuse, la vie nocturne restait extrêmement limitée et souvent dangereuse pour ceux qui s'aventuraient dehors après le coucher du soleil. Les rues étroites et tortueuses bordées de maisons à colombages qui se penchaient dangereusement les unes vers les autres, jusqu'à presque se toucher, n'étaient éclairées naturellement que par la lune, quand elle daignait se montrer, et par les étoiles qui perçaient difficilement à travers les nuages fréquents, et après le couvre-feu imposé par les autorités municipales qui craignaient les troubles nocturnes et les incendies catastrophiques, seuls guettant anxieusement les signes de feu qui pouvaient rapidement dévaster des quartiers entiers de maisons construites principalement en bois et en torchis inflammables serrées les unes contre les autres sans espace entre elles. À l'intérieur des maisons où les familles se réfugiaient, dès la tombée de la nuit pour échapper au froid et à l'obscurité hostile du dehors, elles se rassemblaient naturellement autour de l'âtre central où brûlait le feu de bois qui servait simultanément au chauffage indispensable pendant les longs mois d'hiver et à la cuisson quotidienne des aliments dans la grande marmite de fer suspendue au-dessus des flammes, et une ou deux chandelles de suif bon marché complétaient cet éclairage de base pour permettre aux femmes de filer la laine ou le lin sur leurs quenouilles, aux hommes de raccommoder leurs outils ou de tailler le bois pour fabriquer des ustensiles
ou simplement à toute la famille de se raconter des histoires transmises oralement de génération en génération avant d'aller se coucher tôt pour économiser le combustible précieux. Les chandelles de suif restaient l'apanage exclusif du peuple commun et des classes populaires, car elles étaient relativement bon marché à produire et assez faciles à fabriquer à partir des graisses de bœuf ou de mouton récupérées après l'abattage annuel des animaux qui fournissaient aussi la viande conservée pour l'hiver. Chaque famille d'artisans ou de paysans fabriquait généralement ses propres chandelles selon les méthodes traditionnelles transmises de mère en fille, trempant répétitivement des mèches de coton ou de lin dans la graisse fondue maintenue liquide dans un grand chaudron au-dessus du feu jusqu'à obtenir par accumulation progressive de couches successives des cylindres de la taille et de l'épaisseur désirée qui brûleraient pendant 1 heure ou 2 selon leur diamètre. C'était un travail fastidieux, répétitif et désagréable à cause de l'odeur forte de la graisse chaude, mais absolument nécessaire pour la survie pendant les longues nuits d'hiver, effectué généralement en automne, immédiatement après les abattages traditionnels qui précédaient l'hiver, et les chandelles ainsi laborieusement produites devaient durer toute l'année jusqu'à la saison suivante de fabrication. On les économisait donc soigneusement et parcimonieusement, ne les allumant que lorsque c'était absolument indispensable pour accomplir une tâche qui ne pouvait attendre le lendemain, les éteignant dès que possible. La lumière artificielle était un luxe coûteux qu'on ne gaspillait certainement pas légèrement. Au fil des siècles du Moyen Âge, qui s'écoulaient lentement dans une relative stabilité après les tumultes des invasions barbares, des corporations professionnelles de chandeliers et de ciriers se formèrent progressivement dans toutes les villes importantes, regroupant les artisans spécialisés exclusivement dans la fabrication et la vente des bougies qui étaient devenues un produit de consommation courante indispensable à la vie urbaine. Ces guildes médiévales jalousement gardées et organisées selon des règles strictes contrôlaient rigoureusement la qualité de la production pour maintenir la réputation de leur corporation, fixaient collectivement les prix de vente pour éviter une concurrence destructrice entre les membres, formaient les apprentis selon des règles précises transmises de maître à apprenti dans le secret des ateliers fermés au public. Les ciriers qui travaillaient exclusivement avec la cire d'abeille pure et qui fournissaient les églises et la noblesse jouissaient d'un statut social sensiblement supérieur et d'un prestige beaucoup plus grand que celui des simples chandeliers qui travaillaient le suif commun. Cette distinction reflétait la hiérarchie sociale, rigide, de l'époque médiévale, où chaque métier avait sa place précise dans l'ordre établi. Au XVIIIe siècle des Lumières, qui porte si bien son nom, alors que la raison humaine illuminait progressivement l'Europe d'une nouvelle façon de penser qui remettait en question les certitudes anciennes et les dogmes hérités du passé, que la science expérimentale commençait à repousser méthodiquement les frontières de l'ignorance et de la superstition qui avaient si longtemps entravé le progrès humain, que les philosophes français et allemands remettaient courageusement en question les certitudes politiques et religieuses anciennes et exploraient audacieusement de nouveaux domaines de connaissances humaines, la fabrication des bougies connut, elle aussi une révolution technique profonde qui allait transformer radicalement et durablement la qualité et l'accessibilité générale de la lumière domestique pour toutes les classes de la société. Les chimistes modernes, ces alchimistes rationnels qui remplaçaient les formules mystiques héritées du Moyen Âge par des équations mathématiques précises et des expériences reproductibles, découvrirent que certaines substances végétales et minérales auparavant peu exploitées pouvaient être transformées chimiquement en matériaux bien supérieurs au suif traditionnel pour la fabrication de chandelles de qualité. La découverte révolutionnaire de l'acide stéarique, isolé chimiquement pour la première fois par le brillant chimiste français Michel-Eugène Chevreul au tout début du XIXe siècle après des années de recherche patiente sur la composition chimique des graisses animales, marqua un véritable tournant décisif et irréversible dans la longue histoire de l'éclairage domestique qui remontait aux lampes à graisse de la préhistoire. Cette substance cristalline blanche et pure, extraite des graisses animales ordinaires par un processus chimique complexe de saponification, suivi de distillation fractionnée qui permettait de séparer les différents composants selon leurs points de fusion différents, produisait des bougies remarquables qui brûlaient avec une flamme beaucoup plus claire, plus brillante et plus stable que le suif ordinaire non traité, sans dégager cette fumée noire désagréable et cette odeur persistante et âcre de graisse rance
qui avait si longtemps caractérisé les chandelles communes utilisées par le peuple, et qui imprégnaient les vêtements et les cheveux de tous ceux qui vivaient dans leur voisinage immédiat. De plus, ces nouvelles bougies stéariques présentaient l'avantage technique considérable de fondre à une température sensiblement plus élevée que le suif traditionnel, ce qui les rendait beaucoup moins susceptibles de ramollir désagréablement et de se déformer par temps chaud ou dans les pièces surchauffées, et beaucoup plus faciles à stocker pendant de longues périodes sans détérioration et à transporter sur de longues distances sans dommage, ouvrant ainsi la voie à une véritable industrialisation de leur production et de leur distribution commerciale à grande échelle. Les fabricants de bougies purent désormais produire des quantités massives de chandelles de qualité standardisée qu'ils pouvaient expédier partout en Europe, et même dans les colonies lointaines, sans craindre qu'elles n'arrivent fondues ou déformées à destination. Presque simultanément à cette découverte française, l'exploitation industrielle croissante du pétrole, pour produire du combustible pour l'éclairage au gaz et pour lubrifier les machines de plus en plus nombreuses de la révolution industrielle, donna naissance à la découverte de la paraffine, ce sous-produit inattendu du raffinage pétrolier qui se révéla être une matière première idéale pour la fabrication de bougies de qualité à bas prix. La paraffine, cette substance cireuse de couleur blanc pur qui pouvait être produite en quantité pratiquement illimitée à partir des résidus de la distillation du pétrole brut, qui autrement auraient été gaspillés comme déchets sans valeur, permettait de fabriquer des bougies extrêmement bon marché, mais néanmoins de très bonne qualité qui brûlaient proprement et brillamment, rendant enfin accessibles aux classes populaires les plus modestes des chandelles de qualité comparable à celles qui avaient été jusqu'alors le privilège exclusif des riches qui pouvaient s'offrir de la cire d'abeille naturelle. Cette démocratisation spectaculaire et rapide de la lumière de qualité eut des conséquences profondes et durables sur la vie quotidienne des gens ordinaires de toutes les classes sociales qui purent enfin se permettre de prolonger raisonnablement leur soirée au-delà du crépuscule, sans ruiner leur budget familial en combustible d'éclairage, de lire plus confortablement les livres, les journaux qui devenaient de plus en plus accessibles, grâce à l'imprimerie mécanique qui en réduisait le coût, de travailler plus longtemps et plus efficacement à leurs ouvrages de couture ou de menuiserie qui leur procurait un revenu complémentaire bienvenu, transformant ainsi les rythmes de vie et les habitudes sociales qui avaient été déterminées pendant des millénaires par l'alternance immuable du jour. Dans les grandes villes industrielles, qui se développaient rapidement et de façon souvent chaotique en Angleterre, en France, en Allemagne et dans toute l'Europe occidentale, grâce à la révolution industrielle, qui transformait radicalement les modes de production traditionnels, des manufactures gigantesques de bougies employant des dizaines ou même des centaines d'ouvriers, se mirent à produire ces nouvelles bougies de stéarine et de paraffine à une échelle jamais vue auparavant dans l'histoire de l'humanité. Les méthodes artisanales anciennes et lentes, où chaque bougie était soigneusement façonnée à la main par trempage successif patient ou moulage individuel minutieux par des artisans qualifiés qui avaient appris leur métier pendant de longues années d'apprentissage, furent progressivement et inexorablement remplacées par des machines ingénieuses et efficaces capables de produire des milliers de bougies parfaitement identiques par jour, toutes calibrées avec une précision mécanique selon des spécifications exactes, munies de mèches tressées industriellement selon des normes techniques précises pour assurer une combustion optimale et régulière sans nécessiter aucun ajustement manuel. Cette industrialisation massive et rapide de la production fit naturellement chuter les prix de façon absolument spectaculaire en quelques décennies seulement, rendant les bougies de qualité vraiment accessibles même aux familles les plus modestes qui auparavant devaient se contenter de quelques chandelles de suif malodorantes soigneusement économisées ou de simples lampes à huile enfumée. Un ouvrier ordinaire pouvait désormais se permettre d'acheter suffisamment de bougies pour éclairer décemment son logement tous les soirs, sans que cela représente une part excessive et insupportable de son budget familial déjà serré par les autres nécessités de la vie quotidienne, comme la nourriture, le loyer et les vêtements. Cette amélioration de l'éclairage domestique contribua significativement à l'amélioration générale des conditions de vie des classes populaires urbaines, en leur permettant de mieux utiliser leur temps libre après le travail.
dans les salons bourgeois cossus du XIXe siècle, où la classe moyenne, montante, cherchait constamment à imiter le raffinement, son propre sens distinctif de la respectabilité morale et du bon goût esthétique, qui la différenciait à la fois de la noblesse oisive et du peuple laborieux, les bougies de qualité devinrent un élément absolument essentiel de la décoration intérieure, soignée, et de l'art de recevoir avec élégance. Des candélabres raffinés et coûteux ornaient stratégiquement les cheminées de marbre et les consoles sculptées, des chandeliers monumentaux en cristal taillé suspendus au plafond haut reflétaient et multipliaient à l'infini la lumière des dizaines de bougies blanches qu'ils portaient, créant des effets scintillants et féeriques qui éblouissaient et impressionnaient favorablement les invités lors des dîners élaborés et des réceptions mondaines qui ponctuaient la saison sociale. La lumière douce et flatteuse des bougies de cire, sensiblement plus agréable à l'œil et plus romantique que le gaz d'éclairage brutal qui commençait à être installé dans certaines maisons aisées des quartiers modernes, mais qui gardait une connotation industrielle et prosaïque, était universellement considéré comme plus propice aux conversations raffinées et spirituelles et aux échanges galants subtils qui caractérisaient la sociabilité bourgeoise. Les fabricants de bougies de luxe, conscients de l'existence de ce nouveau marché lucratif et sophistiqués, développèrent progressivement toute une gamme étendue de produits, haut de gamme spécialement conçus pour séduire cette clientèle exigeante et prête à payer des prix élevés pour des articles de qualité exceptionnelle. Des bougies parfumées élaborées à la lavande de Provence, à la rose de Damas, au jasmine d'Espagne ou à la violette de Parme firent leur apparition progressive sur le marché, ajoutant une dimension olfactive raffinée à l'expérience traditionnelle de l'éclairage et transformant les bougies en véritables objets sensoriels complexes. Des bougies colorées dans des teintes pastel délicates et subtiles comme le rose poudré ou le bleu céleste, ou dans des couleurs vives et audacieuses comme le rouge cardinal ou le vert émeraude, permettaient de créer des ambiances décoratives différentes selon les occasions et les saisons. Des bougies décoratives sculptées artistiquement, moulées dans des formes fantaisistes et originales, ornées de motifs floraux ou géométriques en relief, devinrent des objets de collection prisés et recherchés par les amateurs de belles choses qui les exposaient dans leurs vitrines. Mais même au sommet de son évolution technique et esthétique, même lorsque la production industrielle atteignait des niveaux impressionnants d'efficacité et de standardisation, même lorsque la qualité des produits n'avait jamais été aussi élevée et les prix aussi abordables pour le plus grand nombre, l'ère de la bougie comme source principale et indispensable d'éclairage domestique touchait déjà inexorablement à sa fin historique. L'invention progressive de la lampe à pétrole dans les années 1850, qui offrait une lumière beaucoup plus puissante à coût comparable, puis celle révolutionnaire de l'ampoule électrique à filament de carbone par le génie inventif de Thomas Edison dans les années 1880 qui allait transformer radicalement la vie moderne, allait progressivement mais sûrement reléguer les bougies à un rôle secondaire et décoratif plutôt que fonctionnel et nécessaire dans les foyers de plus en plus nombreux qui bénéficiaient de ces nouvelles technologies d'éclairage infiniment supérieures. Dans nos maisons modernes, où l'électricité coule aussi facilement et naturellement que l'eau du robinet, grâce à des réseaux invisibles de câbles serrés, où un simple geste machinal sur un interrupteur mural suffit instantanément à inonder une pièce entière de lumière brillante, uniforme et constante, qui ne vacille jamais, où nous ne connaissons plus jamais cette obscurité profonde et inquiétante qui terrorisait nos ancêtres chaque nuit et les forçait à se barricader dans leurs habitations, les bougies ont paradoxalement trouvé une nouvelle vie et une nouvelle signification qui n'ont plus rien à voir avec leur fonction utilitaire originelle, libérées complètement de leur rôle fonctionnel primordial qui les avait définis pendant des millénaires. Elles sont devenues des objets de plaisir pur et gratuit, des créateurs d'ambiance et d'atmosphère, des vecteurs d'émotions subtiles, des supports matériels de rituels personnels ou collectifs qui ponctuent nos vies d'instants de beauté consciente et de signification symbolique dans un monde de plus en plus standardisé et rationalisé. Observez attentivement comment, lors d'un dîner convivial entre amis, dans une salle à manger moderne, l'allumage rituel de quelques bougies soigneusement choisies et disposées sur la table transforme instantanément et presque magiquement l'atmosphère générale de la soirée qui s'annonce.
la lumière électrique crue et uniforme du plafonnier, si pratique et efficace pour préparer le repas et dresser la table avec précision, semble soudain trop brillante, trop impersonnelle, trop fonctionnelle, et dès qu'elle s'éteint pour laisser place à la seule lueur douce et vacillante des bougies disposées stratégiquement, quelque chose de subtil mais de fondamental change immédiatement dans l'ambiance de la pièce et dans les dispositions psychologiques des convives. Les visages deviennent instantanément plus doux et flattés par cette lumière indirecte. Les ombres deviennent plus mystérieuses et suggestives, les conversations semblent naturellement ralentir leur rythme et s'approfondir en abordant des sujets plus personnels, comme si la lumière vacillante des flammes nous ramenait instinctivement à un mode de relation plus ancien, plus authentique, plus intime, libéré de l'intensité parfois agressive de l'éclairage moderne, qui révèle tout sans rien cacher. Cette qualité particulière et irremplaçable de la lumière des bougies, cette douceur mouvante qui ne révèle jamais tout à fait les détails, mais suggère plutôt qu'elle ne montre directement, qui crée des zones d'ombre et de mystère entre les îlots de clarté, crée naturellement un espace d'intimité et de contemplation qui répond à un besoin profond et intemporel de notre psyché humaine, dans un monde contemporain où absolument tout est visible et exposé, où la lumière électrique impitoyable dissipe toutes les ombres et révèle chaque détail avec une clarté brutale qui ne laisse rien à l'imagination, où les écrans lumineux nous bombardent constamment d'informations visuelles qui sollicitent notre attention sans répit. La pénombre douce créée par les bougies offre un refuge bienvenu pour les yeux fatigués et pour l'âme surmenée. Elle nous permet de nous retirer un peu du monde extérieur, de créer une bulle temporaire de calme et de contemplation, de ralentir consciemment le rythme effréné de nos vies contemporaines qui nous laissent si souvent épuisés et insatisfaits. Les fabricants modernes de bougies ont parfaitement compris cette dimension psychologique profonde et ont développé progressivement toute une industrie sophistiquée autour de ce que l'on pourrait appeler l'art contemporain de vivre à la lumière des bougies, transformant un produit utilitaire devenu obsolète en objet de luxe et de bien-être. Les bougies parfumées sont devenues des produits extrêmement sophistiqués, où la science moderne de la parfumerie rencontre l'artisanat traditionnel de la fabrication des bougies, créant des expériences sensorielles complexes et soigneusement orchestrées qui combinent harmonieusement la lumière douce, la chaleur apaisante et l'odeur envoûtante dans une symphonie sensorielle destinée à évoquer des émotions spécifiques, des souvenirs personnels, des atmosphères particulières adaptées à chaque moment de la journée ou de l'année. Une bougie haut de gamme parfumée à la lavande pure de Provence peut instantanément transformer une salle de bain ordinaire en un spa relaxant digne d'un hôtel de luxe. Une bougie aux épices chaudes parfumée à la cannelle et à l'orange peut réchauffer psychologiquement une pièce froide d'hiver avec ses arômes réconfortants évoquant les fêtes traditionnelles de fin d'année. Une bougie orientale au bois de santal précieux peut créer une ambiance méditative particulièrement propice à la réflexion profonde ou à la pratique régulière du yoga et de la méditation. Chaque parfum est soigneusement composé par des parfumeurs professionnels pour créer un effet émotionnel précis et pour raconter une histoire olfactive qui se développe progressivement à mesure que la bougie brûle et que les différentes notes se révèlent successivement. Dans le domaine spirituel et religieux qui occupe toujours une place importante dans la vie de nombreuses personnes malgré la sécularisation croissante de nos sociétés modernes, les bougies ont remarquablement conservé une importance symbolique que la modernité technologique n'a pas réussi à effacer malgré tous ses efforts pour rationaliser et démystifier le monde. Dans les églises catholiques dispersées partout dans le monde, des cathédrales métropolitaines aux petites chapelles rurales, les fidèles continuent quotidiennement d'allumer des cierges votifs devant les statues des saints qui intercèdent auprès de Dieu, ou dans les chapelles spéciales dédiées à la Vierge Marie, perpétuant ainsi un geste rituel qui remonte à des siècles et qui transforme une prière silencieuse et éphémère en une présence lumineuse, tangible, qui continuera de brûler pendant des heures longtemps, après que le fidèle sera parti, vaquer à ses occupations quotidiennes. Ces petites flammes, alignées soigneusement dans leur présentoir métallique, deviennent des prières visibles et matérialisées, des intentions spirituelles manifestées physiquement, des espoirs qui montent symboliquement vers le ciel avec la fumée légère de la cire qui se consume lentement et inexorablement.
Dans le judaïsme traditionnel pratiqué par des millions de croyants à travers le monde, l'allumage rituel des bougies du Shabbat, le vendredi soir au coucher du soleil, marque solennellement la transition entre la semaine de travail profane et le jour de repos sacré commandé par Dieu dans le Décalogue, créant une frontière temporelle nette entre le profane et le sacré qui structure le temps et sanctifie le quotidien. Ce rituel millénaire, effectué généralement par la mère de famille, qui récite la bénédiction traditionnelle en hébreu tout en passant rituellement ses mains au-dessus des flammes, avant de les porter à son visage, dans un geste gracieux, transforme magiquement la maison ordinaire en un espace temporairement sanctifié, rappelant que même dans notre monde moderne et largement sécularisé, il existe toujours des moments qui méritent d'être distingués, honorés, célébrés avec la simplicité rituelle et la beauté intemporelle d'une flamme qui danse doucement dans la pénombre du soir, qui tombe. Maintenant, alors que notre long voyage à travers l'histoire millénaire de la bougie et de la lumière touche doucement à sa fin naturelle, permettez-vous consciemment de vous enfoncer encore plus profondément dans ce lit moelleux qui vous accueille avec tant de douceur, dans cet espace de repos et de sérénité que vous avez patiemment créé autour de vous et en vous pendant cette heure passée ensemble. Sentez comme votre respiration est devenue incroyablement lente et régulière, comme votre corps tout entier s'est complètement abandonné à la gravité bienveillante, à cette force douce qui vous attire irrésistiblement vers le sommeil, comme la terre attire naturellement tout ce qui existe vers son centre. Vos paupières sont maintenant si lourdes qu'elles restent closes, sans le moindre effort de votre part. Et derrière elles, votre esprit flotte paisiblement dans un état de demi-conscience apaisante, où les images et les pensées passent doucement sans s'accrocher ni créer de turbulences, comme des nuages blancs qui dérivent tranquillement dans le ciel bleu d'un après-midi d'été. Imaginez maintenant que vous vous trouvez dans une pièce simple et belle, peut-être une chambre dans une vieille maison de pierre aux murs épais qui garde la fraîcheur bienfaisante en été et la chaleur réconfortante en hiver, avec un plancher de bois ancien patiné par le temps qui a connu le passage silencieux de générations de pieds. Il fait nuit dehors, une nuit profonde et calme, où le monde entier semble endormi dans un repos bien mérité, où même les oiseaux nocturnes se taisent et où seul le murmure lointain et apaisant du vent dans les arbres rappelle que la nature continue son cycle éternel, indépendamment des préoccupations humaines. La lune brille peut-être quelque part dans le ciel invisible, mais ses rayons argentés ne pénètrent pas dans cette pièce où règne une obscurité douce et accueillante, une pénombre apaisante qui vous enveloppe comme un cocon protecteur. Sur une table basse près du lit, une bougie unique brûle tranquillement dans son chandelier de cuivre patiné par les années. Sa flamme est petite mais remarquablement stable, animée seulement d'un léger frémissement presque imperceptible qui fait danser doucement l'ombre qu'elle projette sur le mur blanchi à la chaux. Cette lumière est juste suffisante pour créer une présence rassurante, pour rappeler que vous n'êtes pas complètement seul dans l'obscurité environnante, mais elle n'est certainement pas assez forte pour vous maintenir éveillé contre votre volonté. Elle vous accompagne doucement vers le sommeil, comme un guide bienveillant qui connaît le chemin, comme une main invisible qui vous conduit avec précaution vers les portes mystérieuses du royaume des rêves. Observez cette flamme dans votre imagination qui se fait de plus en plus floue. Voyez comment elle s'élève gracieusement en une larme dorée parfaite, comment elle devient blanche presque transparente à son sommet, comme si elle touchait un autre monde, comment elle semble vivante et respirante, comme si elle était habitée d'une conscience minuscule qui veille sur votre sommeil. Cette flamme qui brûle maintenant dans votre esprit qui dérive est exactement la même que celle qui a éclairé les grottes préhistoriques. Il y a des dizaines de milliers d'années, les temples somptueux de l'Antiquité, les scriptoriums silencieux des monastères médiévaux, les salons élégants du XVIIIe siècle. Elle est la descendante directe de ce premier feu sacré que nos ancêtres lointains ont courageusement apprivoisé il y a des centaines de milliers d'années dans la savane africaine, et elle porte mystérieusement en elle toute cette longue histoire de l'humanité, cherchant inlassablement à repousser les ténèbres et à créer des îlots de lumière dans l'obscurité hostile. La cire fond lentement à la base de la flamme, créant une petite mare liquide qui brille comme de l'or fondu dans la lumière vacillante. Elle coule parfois en une larme qui dégouline lentement le long du corps blanc de la bougie,
se solidifiant progressivement en chemin pour former ces sculptures naturelles que le hasard crée avec une grâce organique que nul artisan humain ne pourrait égaler même avec tous ses efforts. Cette cire qui se transforme continuellement de solide en liquide, puis à nouveau en solide, vous rappelle doucement que tout dans ce monde est en perpétuel changement, que rien ne reste jamais figé définitivement, que la vie elle-même est un flux constant de transformation que nous devons accepter avec sérénité. Et pourtant, au centre de ce changement permanent, la flamme continue de brûler paisiblement, stable dans son instabilité apparente, constante dans son mouvement perpétuel. Sentez l'odeur subtile de la cire qui se consume lentement, cette odeur douce qui est peut-être mêlée d'un parfum léger de vanille, crémeuse ou de lavande apaisante. Une fragrance délicate qui vous ramène peut-être à des souvenirs d'enfance heureux, à des moments précieux de paix et de sécurité, à ces instants rares où tout semblait simple et bon. Laissez cette odeur vous envelopper complètement, laissez-la pénétrer doucement dans votre conscience qui s'estompe progressivement, qui devient de plus en plus légère et détachée, de plus en plus libérée du monde physique et de ses préoccupations. La flamme commence à vaciller un peu plus dans votre imagination qui dérive, comme si un souffle invisible et mystérieux la faisait danser de plus en plus. Elle s'étire vers le ciel, se contracte sur elle-même, dessine des formes éphémères et imprévisibles dans l'air immobile. Peut-être qu'elle va bientôt s'éteindre définitivement, consumée jusqu'à la dernière goutte de cire, ou peut-être qu'elle va continuer à brûler toute la nuit patiemment, veillant silencieusement sur votre sommeil comme un ange gardien de lumière. Peu importe vraiment, car vous êtes déjà en train de glisser irrésistiblement, de dériver sans résistance, de vous laisser emporter par les vagues douces et régulières du sommeil qui vous berce. Votre respiration est maintenant si lente, si profonde, si régulière qu'elle semble se confondre complètement avec le silence absolu de la nuit qui vous entoure comme un océan de tranquillité sans fin. Chaque inspiration amène un peu plus de calme bienfaisant, un peu plus de paix profonde, un peu plus de cette sérénité infinie qui précède le sommeil véritable et réparateur. Et chaque expiration longue et douce emporte un peu plus de tension résiduelle qui s'attarde encore dans vos muscles, un peu plus de pensées parasites qui voudraient vous retenir à la surface, un peu plus de ce qui vous rattache encore faiblement au monde de l'éveil qui n'a plus aucune emprise sur vous. Vous flottez dans un état intermédiaire bienheureux et paisible, ni vraiment éveillé, ni vraiment endormi, suspendu délicieusement dans ce moment précieux et fragile où tout est possible, où les rêves commencent à émerger lentement des profondeurs mystérieuses et insondables de votre inconscient, qui s'ouvre comme une fleur nocturne. La flamme de la bougie devient de plus en plus floue et indistincte dans votre vision intérieure qui s'estompe progressivement. Ses contours nets et précis se dissolvent graduellement, comme de l'encre dans l'eau. Sa lumière dorée se fond doucement et inexorablement dans la douce obscurité veloutée qui vous entoure de toutes parts comme un cocon protecteur. Elle n'est plus qu'une présence diffuse et rassurante, un halo doré qui pulse doucement et régulièrement au rythme ralenti de votre respiration profonde et paisible, qui diminue progressivement d'intensité lumineuse à mesure que vous vous enfoncez de plus en plus profondément dans le sommeil réparateur, qui vous appelle de sa voix silencieuse. C'est une lumière qui ne demande rien de vous, qui ne réclame aucune attention consciente de votre part, qui vous accompagne simplement, avec bienveillance et douceur, qui vous berce tendrement comme une berceuse oubliée, qui vous murmure doucement que tout va bien maintenant, que vous pouvez lâcher prise complètement sans aucune crainte ni aucune résistance. Et maintenant, dans cet espace de paix parfaite et absolue, où vous flottez sereinement, comme une feuille, sur l'eau calme d'un lac, permettez consciemment à cette lumière de devenir de plus en plus ténue et lointaine, de plus en plus faible et floue, de s'éloigner progressivement de vous, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un point minuscule au loin, une petite étoile qui scintille faiblement dans l'immensité infinie de la nuit cosmique qui s'étend autour de vous. Et puis même, ce dernier point lumineux disparaît progressivement et complètement, s'évanouit définitivement dans l'obscurité veloutée et accueillante qui vous enveloppe maintenant totalement, comme une amie fidèle qui vous a toujours accompagné, comme une mère aimante qui vous protège, comme le refuge ultime et définitif où vous pouvez enfin vous reposer vraiment et profondément sans aucune interruption. Vous n'avez plus besoin de lumière maintenant,
car vous avez trouvé votre chemin naturel vers le sommeil qui vous attendait patiemment. Vous pouvez laisser l'obscurité bienveillante vous envelopper complètement et tendrement, vous bercer dans ses bras doux et réconfortants, vous porter sans effort à travers la nuit mystérieuse vers les rivages lumineux du matin qui viendra naturellement comme il vient toujours. Dormez maintenant, dormez profondément et paisiblement, dormez sans rêve agité ni cauchemar perturbant, sachant que la lumière du jour reviendra naturellement et inévitablement avec l'aube nouvelle, que le soleil se lèvera à nouveau dans le ciel comme il l'a toujours fait depuis le commencement des temps, que chaque nuit est toujours suivie d'un nouveau jour plein de promesses et de possibilités. Mais pour l'instant, pour cette nuit qui vous appartient entièrement, abandonnez-vous complètement et sans réserve au sommeil réparateur. Laissez-vous emporter sans la moindre résistance par ces vagues apaisantes et régulières qui vous bercent, et que vos rêves soient doux et légers comme la fumée parfumée d'une bougie qui s'éteint doucement dans la nuit silencieuse. La flamme n'est plus maintenant. Il ne reste que le sommeil profond et réparateur, que la paix absolue et infinie, que le repos bienheureux et infini de la nuit protectrice.